C'est un concept relativement abstrait et même si on peut mesurer l'énergie, elle reste vraiment très souvent difficile à appréhender. Et alors, les physiciens déjà, ça date, ça remonte à l'Antiquité. C'est un terme qui vient du latin. Je crois, c'est energia en latin, qui lui-même est issu en fait du grec energia. Voilà, enfin, je sais pas, pas la prononciation. Et c'est un terme qui signifie force en action, par opposition à un autre terme qui était dynamis, qui voulait dire force en puissance. Et les physiciens, ils emploient le terme d'énergie pour exprimer en fait une capacité à modifier un état ou à produire un travail qui va entraîner un mouvement ou qui va générer, créer un rayonnement électromagnétique comme de la lumière ou de la chaleur. Euh, donc, après avoir exploité, si on revient à l'homme et à l'Antiquité, on pourrait dire qu'après avoir exploité et utilisé sa propre force et puis celle des animaux, l'homme progressivement a appris à exploiter les énergies qui étaient contenues dans la nature. D'abord, il a utilisé les vents avec l'énergie éolienne, les chutes d'eau, l'énergie hydraulique, puis ça a évolué pour jusqu'à arriver à des centrales hydrauliques, de manière à avoir une capacité croissante de travail mécanique. Donc, on pense au moulin à vent et au moulin à eau pour moudre le blé, en fait. Et puis ensuite, il y a eu la révolution industrielle, l'apparition de machines-outils, les chaudières, les moteurs. Et donc, à ce moment-là, l'énergie est fournie par un carburant qui peut être liquide ou gazeux, soit du gaz, du pétrole, ou enfin, qui est issu d'énergie donc fossile ou pas que. Et en fait, depuis maintenant le XVIIIe siècle, petit à petit, le terme d'énergie s'est précisé en fait, notamment en physique, mais aujourd'hui, il doit vraiment avoir plusieurs sens différents. Et c'est aussi le problème qu'on a dans la psychologie énergétique, c'est que souvent, il y a des amalgames qui sont faits et on n'arrive pas à exprimer ça d'une manière très claire. Et d'ailleurs, la personne, le prof de fac dont je vous parle, qui est maître de conférence, il dit lui-même que c'est pas possible de définir l'énergie en une seule phrase. Il faut passer par l'histoire et raconter tout ça pour arriver à ce que les gens comprennent vraiment ce qu'est l'énergie. Parce qu'on l'utilise en fait dans la philosophie, on l'utilise dans l'économie, on l'utilise dans la nutrition, les fameuses calories, on l'utilise évidemment dans la psychologie, notamment énergétique, mais aussi en médecine. Il y a la médecine énergétique, mais pas que. Il y a la médecine allopathique qui va utiliser l'énergie au travers des appareillages qu'elle emploie, et on l'utilise aussi dans la spiritualité, voire l'ésotérisme, d'où tous les amalgames qui peuvent être faits, parce que ça se rapporte à des notions qui sont variées et à des concepts qui sont des fois proches et des fois qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, notamment en fonction des époques, des lieux, des auteurs. Et donc c'est un sujet vraiment éminemment compliqué. C'est un concept, l'énergie, qui intervient en fait lorsqu'on parle de entre phénomènes physiques différents. Et ces transformations, elles sont contrôlées par des lois, et notamment des principes, ce qu'on appelle la thermodynamique. Pour mettre tout le monde d'accord, on a créé une unité, en fait, qui permet de définir l'énergie. Et le Bureau international des poids et des mesures, dans le système international, qui est chargé de régenter un peu tout ça, a défini une unité qui est le joule. Alors, c'est quoi un joule? C'est une unité qui est toute petite. Donc, on parle souvent de kilojoules, c'est-à-dire 1000 joules. Mais pour simplifier, on peut donner quand même quelques exemples. Un joule, ça correspond à l'énergie qu'il faut pour élever une pomme de 100 grammes d'un mètre dans le champ de la pesanteur terrestre. Ou alors, ça correspond aussi, on pourrait dire, à l'énergie nécessaire pour élever la température d'un gramme d'air sec. Donc, un gramme d'air sec, ça correspond à un litre d'air sec d'un seul degré Celsius.
Alors, on va retrouver bien évidemment le concept d'énergie dans toutes les branches de la physique, que ce soit en mécanique, en thermodynamique, en électromagnétisme, qui nous intéresse particulièrement, nous, dans la psychologie énergétique, mais également en termes dans le domaine de la mécanique quantique, et puis aussi dans d'autres disciplines, la chimie, la biologie. Alors, en physique, l'énergie, qui est donc mesurée en joules, est une mesure de la capacité d'un système à modifier un état et à produire un travail qui entraîne, comme je vous le disais, soit un mouvement, soit un rayonnement électromagnétique, soit de la chaleur. Et donc, on peut dire que ce travail est en fait un système qui est organisé, ordonné d'énergie entre un système dont on parle et le milieu extérieur, alors que la chaleur, elle, est un transfert qui va être désordonné d'énergie. En fait, on parle souvent de perte d'énergie avec la chaleur entre le système et le milieu extérieur. Et donc, les transformations de l'énergie qui font intervenir l'énergie thermique sont étudiées par la thermodynamique. Et en fait, alors il y a plusieurs principes dans la thermodynamique, mais on peut avoir en tête, parce que ça va nous intéresser, c'est que le premier principe de la thermodynamique affirme que globalement, l'énergie se conserve. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas disparaître. Elle peut ni se créer, ni se détruire, mais uniquement se transformer d'une forme d'énergie à une autre, ce qu'on appelle le principe de Lavoisier, ou être échangée d'un système à un autre, qui est le principe de Carnot. Et donc, ce qui nous intéresse, par exemple, quand on parle d'EFT, quand on parle de psychologie énergétique, c'est que les stimulations, donc le mouvement des doigts, c'est une force, c'est une énergie, on appelle ça l'énergie cinétique. Elle va venir frapper la peau, écraser des cristaux, parce que la peau et les tissus conjonctifs en dessous de la peau ont une forme de cristaux liquides. L'écrasement de ces cristaux va convertir cette énergie cinétique en énergie électrique. Et l'énergie électrique va circuler le long des méridiens, parce qu'en fait, les méridiens, ce sont des canaux qui ont une résistance très faible. Et si la résistance est très faible, c'est-à-dire que l'énergie passe plus facilement. Imaginez une autoroute et puis à côté un chemin plein de trous. Bah, le plus facile, si vous êtes en vélo, c'est encore d'aller sur l'autoroute et plutôt que dans le chemin plein de trous. Et ben, pour l'énergie, c'est pareil. Elle va choisir le moindre effort et donc elle va partir dans le canal qui offre la moindre résistance. Et le second principe de la thermodynamique impose des limitations au rendement de la transformation de l'énergie, que ce soit de l'énergie mécanique, thermique, électrique, etc. Et donc ça veut dire que la conversion d'une énergie d'une forme à une autre n'est en général pas complète. Et une partie, donc quand on regarde l'énergie cinétique, l'écrasement va produire une charge électrique, mais aussi une charge, enfin de la chaleur. Et donc l'énergie va être traduite sous forme de rendement, et le rendement, c'est en fait le rapport de l'énergie obtenue sous la forme désirée par rapport à celle qui est fournie à l'entrée, vous pourrez dire du convertisseur. Donc en fait, si vous utilisez, par exemple, dans les dans les pompes à chaleur, hein, puisqu'on se chauffe régulièrement avec les pompes à chaleur, vous fournissez de l'électricité, le rendement de la pompe à chaleur, ce sera l'énergie qui va être restituée par la pompe à chaleur par rapport à l'énergie qui sera dedans. On distingue donc dans la pratique différentes formes d'énergie. Donc, je vous parlais de l'énergie cinétique qui est associée au mouvement d'un corps, d'une particule ou de vos doigts lorsque vous pratiquez le FT. Il y a l'énergie thermique qui est la chaleur, l'énergie électrique qui va être proportionnelle à la quantité d'électricité et les énergies potentielles. On ne va pas trop rentrer dans le détail, il y en a plusieurs. Au niveau de la biologie, ce qu'on peut dire, c'est que comme pour le reste du monde physique, les êtres vivants sont soumis au deuxième principe de la thermodynamique, qui est ce qu'on appelle l'entropie, c'est-à-dire le désordre. Et ce désordre peut soit demeurer constant, soit augmenter, mais il peut jamais diminuer. Ça, c'est le deuxième principe de la thermodynamique. Et donc, par rapport à ce principe fondamental, on pourrait dire que la vie, elle constitue en elle-même un paradoxe apparent. Parce que comment les êtres vivants
peuvent-ils se construire, se développer, euh, maintenir leur organisation, leurs organes, leur corps, et donc à la fois créer et maintenir de l'ordre sans cette fameuse diminution d'entropie. Et c'est une question qui a été vraiment au centre des réflexions. Elle a été notamment abordée par quelqu'un qui est très connu dans la physique quantique, qui s'appelle Erwin Schrödinger, d'ailleurs qui a eu un prix Nobel, et qui a introduit un concept un peu compliqué, enfin c'est un mot un peu savant, de négantropie. Et donc, selon son principe, les êtres vivants, donc nous, on fonctionne comme des systèmes ouverts qui dissipent cette énergie. Ça veut dire que, premièrement, ils dépendent en permanence d'un flux d'énergie qu'il aurait apporté, qui entre. Deuxièmement, que cette énergie est utilisée pour construire des structures ordonnées, donc l'organisation des cellules, et donc on crée de l'ordre, donc on fait effectivement baisser l'entropie interne, et en contrepartie, ils rejettent de la chaleur dans leur environnement, ce qui induit donc une hausse de l'entropie externe. Et donc, si on fait le bilan global, la somme globale de tout ce qui se passe, et qu'on prend en compte à la fois les êtres vivants et l'environnement, eh bien, on voit que l'entropie augmente toujours, et donc, on a pu s'accorder sur le respect de ces fameuses lois de la thermodynamique. Et donc, juste un exemple, un adulte au repos dissipe une chaleur d'environ 70 watts, c'est-à-dire autant qu'une lampe à incandescence. Et l'énergie qui est ainsi dissipée chaque jour correspond aux fameux 1400 calories. Hein, on convertit les joules, les watts, les kilocalories, les kilowattheures, etc. etc. Il y a plein de systèmes de correspondance, et chaque fois qu'on parle d'énergie, on utilise des fois des unités différentes. Et donc, ces fameuses 1400 calories qu'on va dépenser, eh bien, évidemment, elles doivent être compensées par un apport énergétique quotidien provenant de la ration alimentaire. Et donc, puisque la vie dépend d'échanges énergétiques permanents, tout écosystème a besoin d'une source d'énergie et d'organismes capables de capter cette énergie et de l'intégrer à la chaîne alimentaire.